de l'actualité, le Mali expulse l'ambassadeur de France. Joël Meyer a 72 heures pour quitter le territoire malien et les Maliens se sont prononcés sur la décision des autorités à suivre dans ce 20 heures. Les responsables de 5 grandes universités se sont rencontrés autour des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, une façon pour eux d'apporter leur contribution. Enfin, la clinique périnatale Mohamed VI pourra démarrer ses activités grâce à une adduction d'eau qui a été réalisée pour un montant de 55 millions de francs CFA avec une capacité de 100 mètres cubes. 3 ministres du gouvernement étaient sur place pour voir la réalisation. Ce soir, dans la chronique santé, nous parlerons de la lèpre, cette maladie qui touche la peau, les yeux, le nez et les nerfs. La journée mondiale des lépreux est organisée le dernier dimanche du mois de janvier. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Tout d'abord, ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France au Mali, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus récemment par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées. Le gouvernement du Mali condamne vigoureusement et rejette ces propos qui sont contraires au développement des relations amicales entre nations. Le gouvernement de la République du Mali réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, dans le respect mutuel et sur la base de principes cardinaux et de non-ingérence conformément aux aspirations légitimes du peuple malien. Vous le savez, voilà, la nouvelle est tombée ce matin. L'ambassadeur de France au Mali a 72 heures pour quitter le territoire malien. Que pensent nos compatriotes de cette nouvelle? Aliou Idrissa Maïga a promené son micro. Le sujet du renvoi de l'ambassadeur de la France, je dirais que c'est une bonne chose vu dans le contexte dans lequel on se trouve, parce que réellement dans la diplomatie, ce qui est recommandé, c'est surtout le respect entre les pays. Mais malheureusement, ce que nous on constate est que la France, dans tout ce dit à la télé et dans les médias, il ne fait que manquer de respect pour notre autorité de la transition. Moi, je trouve la décision vraiment la bienvenue, surtout parce qu'il est temps pour nous, les pays africains, de se faire respecter par les autres pays, surtout les pays européens. Et je pense que ça, pour moi, ça ne doit même pas s'arrêter à ça. Le gouvernement même a tardé de prendre cette décision. Une très bonne décision salutaire. Je pense que tout le peuple malien s'est réjoui de cela et il était grand temps que le gouvernement malien s'assume puisque la France n'arrête pas de provoquer. Comme la ministre des Armées françaises l'a dit, elle n'arrête pas de provoquer le Mali. Et la diplomatie malienne a recadré plusieurs fois la France, mais la France n'arrête pas. Je pense qu'il est temps que nous, les Maliens, qu'on s'assume, qu'on accepte, c'est-à-dire ces moments difficiles. Les autorités maliennes ont commencé à prendre la situation à bras le corps. Cette situation, elle mérite aussi d'être soutenue par toute l'Afrique. Comme Assimi avait dit à un moment donné, si je suis, c'est la jeunesse malienne qui va échouer. Mais je vois maintenant que la situation est en train de prendre une grande ampleur. C'est toute l'Afrique qui est remise en cause maintenant. Suite de ce journal, l'imama soutient les autorités de la transition. Les religieux viennent d'être reçus en audience par le Premier ministre. Plus de détails avec Nyanya Alou Traoré et Abdoul Salam Bambara. Ambafou. Wa avec décision maintenant matanye akana sim ko fe ambauko. Surtout ay communiquer mengebi. Oye anto bolo faula 100% fana. Ambau soutenu. Ba Premier ministre
Un proverbe persan dit que nul royaume n'est stable si le bout de l'épée ne le soutient. Au Mali, le bout de l'épée, c'est bien son peuple, sur qui s'appuient fortement les pouvoirs en place pour dépasser cette zone de turbulence qui traverse le Mali. C'est à cœur ouvert que le Premier ministre a échangé avec les religieux. Choguel Kokala Maïga de passer au peigne fait les ambitions des autorités actuelles dans la conduite des affaires publiques et surtout insister sur le soutien des religieux. J'ai rencontré l'imama parce que c'est l'une des plus anciennes organisations qui réunit l'ensemble des imams. Et je leur ai demandé au nom du président de la transition, du gouvernement, du Conseil national de transition, en un mot de toutes les institutions de la transition, de faire des bénédictions pour que le travail que nous sommes en train de faire sous la conduite du président Goïta puisse réussir. Le gouvernement réfléchit, élabore les stratégies pour sortir de la crise. Mais ce travail ne peut réussir sans deux conditions indispensables. La première, c'est le soutien massif du peuple malien dans toutes ses composantes, des villes et des campagnes, de l'intérieur et de l'extérieur. La deuxième condition, c'est les bénédictions de nos anciens, de nos imams, de nos évêques, de nos prêtres, de tous les anciens. Sans les bénédictions et le soutien populaire, le travail du gouvernement ne peut pas réussir. L'actualité s'est invitée à votre débat par rapport au communiqué et vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Cela vous réconforte, Monsieur le Premier ministre? Le président de la transition nous dit toujours que le centre de gravité dans notre combat, c'est le peuple. Chaque acte que nous posons, nous mesurons d'abord son impact auprès de notre peuple. Est-ce que notre peuple est d'accord avec nous? Est-ce que notre peuple se reconnaît dans ce que nous faisons? J'ai été heureux aujourd'hui d'entendre que tous les actes que le gouvernement vient de poser ces derniers moments, notamment le dernier auquel vous faites allusion, est fortement soutenu par notre peuple. Quand ça vient de la bouche des sages, qui sont très pondérés, ça veut dire que c'est une mesure qui a été mûrement réfléchi, qui a été pesé et sous-pesé. Je suis donc ravi qu'ils nous disent qu'ils soutiennent le gouvernement dans cette démarche. Nous sommes fiers de faire partie d'un pays dont les chefs sont capables de prendre de telles décisions. Parce qu'un homme sans honneur, tu n'existes pas. Ces propos-là, ces décisions ont rétabli notre honneur sur lequel des gens ont prétendu marcher. Nous, on ne marche pas sur notre honneur. Le ministre du culte et celui délégué aux actions humanitaires étaient présents. Tous ont rappelé l'union sacrée des Maliens autour du pays. Avant la prise de la Fatiha par l'assistance, pour bénir toutes les actions entreprises et protéger le Mali contre l'ennemi, la délégation a fait part de la tenue prochaine de son congrès, auquel elle compte sur la participation du Premier ministre. Nous sommes au service des Maliens. Il faut que les Maliens croient en leurs dirigeants pour la réussite de la transition. Ces mots sont du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. C'était au cours d'un conseil de cabinet restreint. La mise en œuvre du plan de riposte contre les décisions de la CEDEAO et de l'UEMOA était à l'ordre du jour et le gouvernement n'exclut pas de porter plainte devant les juridictions compétentes contre l'organisation régionale. Écoutons le chef du gouvernement au micro de Awama Kamara. Ce conseil de cabinet portait essentiellement sur la mise en œuvre de certaines mesures du plan de riposte qui a été adopté au Conseil extraordinaire de défense nationale, présidé par le président de la transition le 14 janvier 2021. Parmi les mesures de riposte, il y en a qui sont à court terme que nous avons commencé à mettre en œuvre. Il s'agit de saisir les juridictions compétentes de l'UEMOA, de la CEDEAO et au niveau africain et extra-africain pour annuler purement et simplement
les décisions illégales et illégitimes qui ont été prises à l'issue du sommet de la CEDEAO du 9 janvier 2022. Le deuxième point de l'ordre du jour de ce Conseil portait essentiellement sur des mesures politiques. Il s'agit, à l'issue de la mission du président de la Commission de l'Union africaine, que nous avons saluée, de renouer le dialogue avec nos frères de la CEDEAO. J'avais l'habitude de dire que ce qui s'est passé entre la CEDEAO et le Mali, c'est une brouille entre les membres d'une famille, et nous espérons que cette brouille est passagère. Nous avons donc mis en place nos deux équipes de négociation, l'équipe politique et l'équipe technique, toutes les deux conduites par des ministres du gouvernement, qui vont être élargies à nos frères algériens, mauritaniens, sierra-léonais, nigériens, l'Union africaine, la CEDEAO et d'autres organisations sœurs. Et vous avez aussi l'équipe technique qui va être composée des ministères techniques qui vont aussi mettre sur la table les arguments qui justifient le chronogramme que le gouvernement malien a présenté et aller vers des discussions avec nos frères afin d'aboutir à une solution qui conviendrait à tout le monde, qui allie la défense des intérêts supérieurs de notre peuple et bien sûr la prise en compte des préoccupations de nos partenaires. Le gouvernement est au travail, il est à l'offensive. Les Maliens doivent faire confiance à leur gouvernement. Nous sommes au service exclusif des Maliennes et des Maliens pour que la transition soit une réussite. Les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, je le disais dans les titres, sont au menu d'un colloque de 2 jours initié à Bamako par les responsables de 5 grandes universités. Il s'agit pour ces derniers d'apporter leur contribution. On en parle avec Batraoré. Les lourdes sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali ont fait l'objet de manifestations et de mobilisations tant au Mali qu'à l'extérieur. Aussi, les responsables et étudiants des 5 grandes universités du Mali et leurs partenaires sont réunis à Bamako pour une journée de réflexion sur les dites sanctions. L'université a pour vocation non seulement la formation des cadres, mais aussi la recherche, l'expertise, l'accompagnement de la nation dans la réflexion sur les grandes préoccupations. Il s'agit en fait d'une porte d'entrée pour porter la réflexion sur les actions de refondation dans le court et le long terme. Ce faisant, la démarche sera scientifique, c'est-à-dire que les faits seront abordés et analysés tels qu'ils existent. Ces journées de réflexion constituent sans doute le témoignage éloquent des responsables universitaires pour la recherche d'un idéal de paix au Mali, dira le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est le lieu pour moi de réitérer mes sincères hommages aux hommes et femmes qui se sont impliqués dans cette initiative tout en lançant un appel à rester mobilisés pour que la vérité triomphe face à la volonté de certains d'étouffer la soif de reprise en main de son destin par le peuple malien. Je voudrais donc inviter le monde universitaire à maintenir le cap de la réflexion permanente sur les enjeux d'un Mali au cœur des intérêts géostratégiques et puissants de ce monde. Au-delà, il faudra vous donner les moyens de vulgariser les résultats de vos travaux auprès de nos populations. Les 2 jours de travaux seront sanctionnés par des recommandations qui seront portées à l'intention des plus hautes autorités en guise de contribution pour un Mali libre et prospère. Voilà, vous avez suivi au début de ce journal Joël Meyer, l'ambassadeur de France au Mali, à 72 heures pour quitter notre territoire. Et nous recevons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour en parler. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Khadija. Alors, est-ce que Joël Meyer est désormais persona non grata au Mali? Il faut clarifier la terminologie. L'ambassadeur de France, Joël Meyer, n'est pas déclaré persona non grata qui répond à une autre catégorie. Mais le gouvernement du Mali a souhaité qu'il puisse quitter le territoire national dans les 72 heures pour des raisons liées aux déclarations outrageuses qui ont été formulées à l'endroit des autorités de la transition que nous avons jugées inacceptables, propos que nous avons rejetés.
parce que ces déclarations tendent à dire qu'à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile parce que vous ne pouvez pas être accrédité auprès d'autorités que vous-même, vous ne reconnaissez pas. Nous savons que la France elle-même dit qu'elle aligne sa position sur celle de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais remis en cause les autorités de la transition, ni l'Union africaine, ni les Nations unies, ni même l'Union européenne. Donc la France est le seul pays dans cette posture d'attaque directe contre la légalité et la légitimité des autorités de la transition. Ce que nous avons souhaité en demandant le départ de l'ambassadeur, c'est qu'il puisse, en attendant que les autorités françaises clarifient leur position ou leur appréciation par rapport aux autorités de la transition, qu'il puisse quitter le territoire national. Il pourra revenir à tout moment si le gouvernement français détermine sa position. Parce que la France est présente ici de différentes manières et cette situation n'est pas tenable. Nous avons souhaité que ceci puisse être clarifié. Je crois que ça se situe dans ce cadre-là. Et je tiens encore une fois à rappeler qu'il s'agit d'une position de principe, parce que cette position de la France est contraire au principe d'amitié, de relations amicales entre les pays. Mais je tiens à rappeler que ce différend que nous avons avec la France ne touche pas les ressortissants français qui sont parmi nous, ni les entreprises françaises qui peuvent continuer à vaquer normalement à leurs occupations ici. Les Français restent les bienvenus au Mali. Donc il n'y a pas de problème entre les populations françaises et les populations maliennes, ni ici, ni en France. Je crois que je tiens à rappeler cela. Il y a certainement un différend au niveau politique et nous travaillons sur le plan diplomatique et sur le plan politique à pouvoir vraiment régler ce problème-là et nous espérons pouvoir. C'est vraiment une position de principe qui pour nous, ni pour la France, ni pour aucun représentant diplomatique, nous n'admettrons que vous soyez là et que vous considérez que vous êtes dans un État que vous ne reconnaissez pas. Donc je crois que c'est vraiment le sens de cet acte qui a été posé et nous espérons pouvoir engager un dialogue franc avec la France. Le Mali reste toujours ouvert au dialogue. De tout temps. Nous l'avons réitéré dans notre communiqué, autant avec la France qu'avec l'ensemble de nos partenaires que nous tenons à rassurer. Cette difficulté avec la France, c'est avec la France, avec l'ensemble des partenaires comme avec la France. Le Mali continuera à promouvoir le dialogue, la concertation pour pouvoir surmonter ces difficultés parce qu'il y a des défis extrêmement importants que nous devons relever ensemble. Et aussi, même le dialogue avec la France doit tenir compte aussi de ce que les Maliens veulent, des aspirations des Maliens. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ça parce que la population malienne a majoritairement donné sa confiance à ce gouvernement qui est là, qui est en symbiose avec la volonté de la majorité des Maliens. Maintenant, nous travaillons pour pouvoir aller vers un cadre constitutionnel qui permette vraiment l'exercice du suffrage. Mais je crois nous souhaitons que la France, comme les autres partenaires, puissent inscrire leur action dans le cadre du dialogue, mais non dans le cadre d'un acharnement, de l'hostilité permanente à notre endroit. Toute action qui ne crée pas le cadre propice pour pouvoir travailler ensemble. D'accord. Merci bien, Monsieur le ministre, et merci d'avoir répondu à notre invitation. On continue donc ce journal à la réception des dossiers de candidature pour le concours d'entrée dans la fonction publique de l'État prend fin demain mardi 1er février 2022. À 24 heures de cette échéance, la ministre en charge de la fonction publique est venue s'enquérir de l'état des préparatifs, suivant les explications de Madame la ministre au micro de Alousseni Touré. Le déroulement se fait vraiment de façon méthodique. J'ai échangé avec les candidats, j'ai échangé avec chaque groupe et tout le monde est satisfait du déroulement du dépôt des dossiers. Ça se fait de façon vraiment ordonnée. Dans les critères, l'élément clé, c'est qu'il y a eu l'âge de présentation au concours, qui est une innovation majeure. Donc pour toutes les catégories, de la catégorie A à la catégorie B1, B2, catégorie C, il y a eu l'augmentation de l'âge de présentation au concours de 3 ans, ce qui a été vraiment une innovation de taille. Le vendredi 28 janvier, à Bamako, le nombre de dossiers déposés était de 37 055 dossiers reçus à Bamako. Dans les régions, nous n'avons pas encore reçu
le nombre. Donc demain, ce serait la clôture. Donc, mais tous les groupes sont motivés pour rester aujourd'hui et demain jusqu'à 16h pour pouvoir recevoir tous les dossiers. La transparence est garantie et c'est vraiment important de le souligner. Donc il y a un manuel de procédure qui a été élaboré cette année. Donc c'est sur la base de ce manuel de procédure que l'organisation matérielle même est en train d'être faite. La clinique périnatale Mohamed VI à Sébenikoro avait un problème d'eau pour démarrer ses activités. Elle a désormais une adduction d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu à la clinique périnatale Mohamed VI pour voir la réalisation qui a coûté 55 millions de francs CFA. Il était accompagné de ses collègues en charge de la santé et de la promotion de la femme. On en sait plus avec Drissa Koni. Bâtie sur une superficie de 7270 mètres carrés, la clinique périnatale Mohamed VI a coûté 9 milliards 900 millions de francs CFA. Elle est le fruit de la coopération Maroc-Mali. Remise à l'État malien en 2020, la clinique avec ses plateaux techniques de dernière génération est restée non fonctionnelle pour faute d'adduction d'eau adéquate pouvant alimenter les appareils sanitaires. On a évalué en fait les besoins en eau de l'hôpital qui étaient estimés dans l'ordre de 26 mètres cubes par jour. Et donc cette bâche qui fait 100 mètres cubes va pouvoir assurer normalement les besoins pour au minimum 3 jours. Cet ouvrage a coûté près de 55 millions de francs CFA et pensez même qu'un joyau aussi appréciable que cette œuvre qu'on vient de visiter a été bloquée pendant quelques années parce que simplement il n'y avait pas de l'eau, ça fait beaucoup de peine. Les ministres en charge de la santé et de la promotion de la femme se réjouissent de la promptitude de leurs collègues des mines de l'énergie et de l'eau. J'ai été surprise de voir que cette clinique est dotée de blocs opératoires, d'urgence, d'une capacité d'hébergement aussi de 74 lits. De beaucoup de choses, des scanners, imagerie, des salles de consultation d'une capacité très élevée qui peut répondre à tout ce que la femme malienne cherche au côté sanitaire. Aujourd'hui, nous avons de l'eau pour travailler. Maintenant, la phase après l'eau, c'est la formation du personnel qui va commencer très prochainement et c'est au terme de cette formation que l'hôpital pourra être ouvert aux patients parce que les équipements que nous avons sont des équipements de dernière génération et il faut former le personnel à son utilisation correcte. Déjà, plus de 70 agents relevant de la santé sont affectés à la clinique périnatale Mohamed VI de Bamako. Ils vont recevoir une mise à niveau à l'usage des équipements certifiés performants. Troisième session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital de dermatologie de Bamako. Cette session se tient autour d'un ambitieux programme de renforcement qui sera exécuté durant 2022. Ousmane Diakité. Le budget de l'année 2022 est très ambitieux et tient compte de l'apport de nos partenaires en plus de celui de l'État. L'objectif visé est de poursuivre les investissements, d'assurer la formation et la recherche en dermatologie, tout en améliorant et diversifiant l'offre de soins pour le bien-être de nos populations pour lesquelles nous sommes commis. C'est autour de cet objectif visant le bien-être des populations que les administrateurs de l'hôpital de dermatologie de Bamako se réunissent à la faveur de leur troisième session ordinaire. Une session qui se penche sur d'autres points saillants. La présente session d'administration de l'hôpital de dermatologie de Bamako portera sur l'examen du document contenant le rapport d'activité 2021 des différents départements de l'hôpital, le projet de budget et le plan opérationnel 2022. Le point d'exécution des recommandations et l'adoption du PV de la dernière réunion sera également à l'ordre du jour. S'agissant de cette dernière session, l'hôpital de dermatologie de Bamako a connu une nette reprise des activités malgré le contexte sanitaire et social du pays en 2021. Le niveau d'exécution des activités de 2021 est plus que satisfaisant. Il dépasse parfois 99,46% dans certains domaines. Le constat est aussi valable dans la mobilisation des ressources financières atteignant 81,89%. En outre, toutes les recommandations formulées lors de la deuxième session du conseil d'administration ont été entièrement exécutées. À en croire le président du conseil d'administration, Dr Modibo Traoré, l'année 2022 se présente sous de bons auspices et le budget prévisionnel est très ambitieux. Il est estimé à la somme de 3 milliards 387 594 942 francs CFA.
Ce budget 2022 permettra d'atteindre le nouveau défi et objectif de l'hôpital de dermatologie de Bamako, selon les administrateurs. Le conseil d'administration du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, JARIVE, a tenu sa 20e session ordinaire. Depuis sa création en 2010, ce centre enregistre aujourd'hui plus de 14 000 cas de drépanocytose. Le point de la session avec Koumba Sissé. Grâce au concours de l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose, le Centre de lutte contre la maladie a fait cette année plus de 15 000 consultations médicales et procédé à 3 000 dépistages volontaires. C'est ce qui ressort de la 20e session du conseil d'administration du CRLD. L'exécution des dépenses à hauteur de 95% des recettes mobilisées a permis, entre autres, la poursuite des travaux d'extension et d'équipement du centre, l'accès aux soins spécifiques drépanocytaires, la sensibilisation et la communication pour le changement favorable de comportement. Le centre reste confronté à certaines difficultés qui ont pour nom la faible capacité d'accueil, l'insuffisance de paiement des forfaits par les malades. Des initiatives sont en cours pour permettre au centre CRLD de rehausser les conditions de travail des agents et d'améliorer la prise en charge des patients. 1666 nouveaux patients drépanocytaires majeurs ont été enregistrés, ramenant ainsi la cote de drépanocytaires à 14 186 depuis l'ouverture du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Dans le domaine de la recherche, 2 études multicentriques ont été bouclées et 4 protocoles de recherche ont été développés. Cette année, le budget du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose est chiffré à plus d'1,714 milliard de francs CFA contre 1,87 milliard de francs CFA pour l'année 2021, soit une augmentation de 5,56%. Atelier de plaidoyer pour la nutrition au Mali, les résultats de l'enquête Smart 2021 et l'analyse de la sévérité de la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois ont atteint le niveau du seuil d'alerte. L'objectif du plaidoyer est d'inviter les partenaires techniques et financiers à s'investir davantage. Adrissa Koné pour le reportage. Les résultats de l'enquête Smart 2021 et l'analyse de la sévérité de la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois au Mali sont alarmants. Les indicateurs font état de 10% d'enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë et 22% de malnutrition chronique. D'où cet atelier de plaidoyer à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour plus d'actions. Avec les partenaires techniques et financiers, nous demandons de fournir des efforts d'investissement et d'intrants pour que les 2 choses, la malnutrition sévère, donc les maigreurs chez les enfants, et la malnutrition chronique, les retards de croissance, soient adressés. Et l'appel des Nations Unies et des partenaires, c'est à peu près 78 millions de dollars américains pour couvrir 3,4 millions d'enfants et de jeunes en besoin d'appui nutritionnel. C'est depuis 2011 que ces enquêtes nationales et nutritionnelles appelées enquêtes SMART sont effectuées au Mali par le département en charge de la santé et ses partenaires. Les résultats 2021 rendus publics nécessitent une synergie d'action. L'ampleur du problème de la malnutrition et son contexte fragile constituent une interpellation. C'est pourquoi j'exhorte la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique à mettre en œuvre des stratégies innovantes pour accroître la couverture et augmenter la qualité des services de prévention et de prise en charge de la malnutrition. Cet atelier de plaidoyer pour la nutrition au Mali est organisé par le ministère en charge de la Santé à travers la sous-direction de la nutrition en partenariat avec l'UNICEF. L'association sémencière du Mali a tenu la 14e session ordinaire de son Assemblée générale à 2020-2021. Au menu, le rapport d'activité, le rapport financier et le plan d'action de l'organisation pour les années à venir. Mohamed Kayantao. Pour cette 14e session ordinaire de son Assemblée générale, l'association sémencière du Mali, ASEMA, se penche sur les rapports d'activité et financiers 2020-2021 ainsi que sur le plan d'action pour les années à venir. Les acteurs évoluant dans l'agrobusiness réfléchissent également sur le développement d'une industrie sémencière locale. L'ASEMA ambitionne d'amener le Mali
vers l'évolution internationale de l'amélioration des plantes en développant une industrie sémencière locale performante et en favorisant les échanges sectoriels. C'est pourquoi nous entendons explorer toutes les opportunités de coopération et les synergies entre l'ACEMA et ses partenaires nationaux et internationaux à cette fin. Le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la mise à la disposition des producteurs de semences de qualité est une des préoccupations majeures de l'ACEMA. À ceci s'ajoutent d'autres défis, dont la mise en place de l'interprofession de la filière semences. Pour relever ces défis, les professionnels sémenciers comptent sur l'appui de leurs partenaires, dont le gouvernement. La direction nationale collabore étroitement avec l'ACEMA dans le cadre de l'accompagnement technique institutionnel pour l'atteinte des objectifs fixés. Cependant, ici, il est important de rappeler que l'utilisation des semences certifiées par les producteurs reste un facteur déterminant pour l'accroissement de la production et de la productivité agricole. Il n'existe pas encore au Mali de subventions de semences sur le budget d'État en dehors de celles du maïs hybride. Les responsables de l'ACEMA demandent ainsi au gouvernement la subvention de certaines variétés destinées à la grande consommation afin d'aider les producteurs et d'assurer la sécurité alimentaire. Parlons à présent de cette bourse régionale aux céréales de Mopti. Cette première édition qui regroupe tous les cercles de la région contribuera à la valorisation et à l'écoulement des céréales et favorisera la promotion des relations d'affaires durables entre les acteurs du monde agricole et économique. Reportage Idrissa Keita. La bourse régionale aux céréales de Mopti se veut un espace d'échange, mais aussi et surtout un cadre de commercialisation de céréales entre les zones de production excédentaire de la région et les zones déficitaires. L'édition, qui est une première, s'ouvre dans un contexte particulièrement difficile. Depuis maintenant des années, la région de Mopti connaît, vous le savez bien, en plus du péril sécuritaire, une baisse significative de son niveau de production agricole liée à une insuffisance pluviométrique, avec des conséquences notoires au plan socio-économique. Les produits exposés dans les stands se caractérisent par leur bonne qualité et leur diversité. Et les participants venus des cercles de la région de Mopti vont mettre à profit les 2 jours que dure l'événement pour mener des négociations qui seront formalisées par des contrats d'achat. Dans le cadre du développement des capacités locales, l'activité Feed-the-Future Sougouiriwa a appuyé les différentes corporations des acteurs du marché pour la mise en place d'une plateforme multi-acteurs. Cette structure représentative des acteurs du marché est un cadre d'échange et de partage pour la résolution des contraintes et défis de la commercialisation des produits agro-pastoraux dans la région de Mopti. La bourse régionale aux céréales de Mopti, financée par l'USAID, se tient grâce à l'appui d'un consortium d'ONG, notamment Amassa Afrique Verte, Ker Mali, Sougouiriwa et autres. Un mot de politique dans ce 20h. L'Alliance pour le Mali, APM Maliko, a tenu sa 2e conférence nationale. Au menu, les activités menées par le Bureau national. Il s'agit aussi pour les militants du parti d'examiner le plan d'action et les résolutions du dernier congrès et d'échanger sur la vie de la nation. Reportage Mamadou Fani. Prévue pour le 18 décembre dernier, la 2e conférence nationale du parti APM Maliko se tient ce samedi, 4 ans après le congrès ordinaire du parti. Cette conférence, qui est l'instance suprême du parti entre 2 congrès, vise à faire le contrôle des tâches assignées au bureau en cours de mandat lors du dernier congrès. La conférence nationale est un moment privilégié, comme vous le savez, un moment de retrouvailles, mais aussi et surtout un moment d'introspection pour voir comment se porte notre parti, ses difficultés, ses forces et faiblesses face aux nombreux défis et menaces internes et externes. Pour le président de l'APM Maliko, la malgouvernance, le déficit du patriotisme, la paresse intellectuelle de l'élite et les calculs politiciens ont fini par ébranler les fondements de notre pays. Il appelle les Maliens à l'union sacrée et surtout la CEDEAO à une meilleure lecture de la crise malienne.
Il est donc impératif de donner le temps et d'accorder l'assistance nécessaire au Mali pour mieux diagnostiquer les maux qui les minent et trouver les solutions permettant une stabilité durable du pays. C'est pourquoi nous pensons que la CEDEAO doit prendre en compte cette nécessité impérieuse pour le Mali de trouver les modalités adaptées à son contexte particulier pour faire en sorte que cette transition soit la dernière. Cette conférence servira aux partis de fixer de nouvelles orientations et d'adopter des résolutions fortes. La présente rencontre fera également des propositions qui serviront de contribution pour le salut du Mali. Une minute de prière a été observée par les participants pour toutes les victimes civiles et militaires de la crise malienne. Clôture du festival culturel Ogo-Bagna. Pendant 7 jours, les berges du fleuve Niger ont vibré en son et lumière, tout un brassage ethnique. La fête a été belle, selon les festivaliers, nous signale Alpha Maïga. Là-bas, le soleil se couche. Au même moment ici, le festival culturel Ogo-Bagna ferme ses portes. La clôture agrémentée par des notes de musique du Miankala. C'est l'union de tous les Maliens qui sont ici. Nous n'avons pas senti le Covid et la sanction des autres États. Nous avons bien fêté. Ça fait chaud au cœur de voir les gens des fusions, de pouvoir continuer les traditions comme ça. C'est un bilan de satisfaction. Nous avons eu en une semaine plus de 100 000 visiteurs. Tous les stands ont été pleins. Les artisans ont fait le chiffre d'affaires. Je viens d'arriver au Mali, donc c'est très intéressant de découvrir la culture d'Ogo. Si la culture d'Ogono peut être évaluée en espèce sonnante et trébuchante, le Mali sera l'un des pays les plus riches du monde. C'est du moins un constat après plusieurs activités artistiques et culturelles. Je suis heureux de constater que cette 7e édition porte les marques de la maturité du festival Ogo-Bagna qui d'année en année se diversifie et apporte à chaque édition un cachet particulier. La culture est lumière, elle éclaire l'esprit, crée les liens entre les communautés et construit des ponts entre les peuples. Le festival Ogo-Bagna a été celui du civisme, de la citoyenneté avec un stand Maison du Mali. Toute chose qui dénote que le festival Ogo-Bagna va au-delà des frontières des falaises. C'est le festival du Mali. Nous avons distribué pendant toute la semaine plus de 600 dépliants sur la citoyenneté et le civisme, plusieurs centaines de copies de l'hymne national du Mali et exercé des milliers de visiteurs dans l'appropriation des symboles de l'État. Ogo-Bagna 7, plusieurs distinctions pour magnifier les uns et les autres, parmi lesquelles le maire de la commune 3 du district de Bamako. Une troupe artistique Bozo. Ainsi, à partir des eaux du fleuve Niger, ils vont ennoblir les habitants des grottes et leur dire que toute bonne chose qui commence bien a une fin. À présent, le point Covid-19 dans notre pays. Les services de santé ont enregistré 7 cas positifs sur 590 tests réalisés, 170 patients guéris et 3 décès et 3152 patients sont sous traitement. Chaque année, la Journée mondiale des lépreux est organisée le dernier dimanche du mois de janvier, ce qui explique notre choix qui porte aujourd'hui sur cette maladie infectieuse chronique et contagieuse. Elle touche principalement la peau, les yeux, le nez et les nerfs périphériques. Les symptômes sont des taches cutanées rouges ou de couleur claire accompagnées d'une perte de sensibilité, d'un engourdissement et d'une faiblesse au niveau des mains et des pieds. Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara et Sidiki Balo. C'est l'un des plus anciens fléaux de l'humanité qui malheureusement persiste encore de nos jours. La lèpre, cette maladie infectieuse et contagieuse dont la transmission se fait surtout d'homme à homme, du sujet malade vers le sujet sain. Une maladie dont la transmission est très semblable à celle du Covid-19. Une fois qu'une personne entre en contact avec une personne infectée qui a la maladie, le bacille des Hansen se transmet à travers les gouttelettes de pluie, les postillons. C'est-à-dire lorsqu'une personne infectée
avec un nombre assez important de germes. En parlant, il vous postillonne, il vous envoie des petites gouttelettes à la figure, dans le nez. Donc, vous prenez ce germe qui passe généralement par la voie respiratoire pour aller se loger préférentiellement dans la peau et les nerfs périphériques. Ce qui fait que les symptômes, les principaux signes de cette affection sont essentiellement cutanés et neurologiques. L'un des grands problèmes avec cette maladie infectieuse, c'est qu'elle peut passer très longtemps inaperçue. Les patients sont parfois asymptomatiques pendant 5 voire 10 ans. Pourtant, ils n'en restent pas moins contagieux. J'ai été contaminé par mon père. C'est moi qui étais à son chevet à l'hôpital. Dieu merci, aujourd'hui, je suis guéri grâce aux différents traitements. On dit en général que l'incubation est en moyenne de 2 à 5 ans. C'est-à-dire pour qu'un individu, même une fois entré en contact avec la bactérie, il faut en moyenne 2 ans jusqu'à 5 ans pour pouvoir développer la maladie. Mais ce n'est pas une maladie héréditaire. Ce n'est pas parce qu'une femme est enceinte à la lèpre qu'elle va forcément transmettre la lèpre à son enfant. Non, loin s'en faut. Même si des progrès ont été réalisés dans la lutte contre la lèpre, la maladie demeure toujours. L'année dernière, l'hôpital dermatologique a dépisté 72 nouveaux cas de lèpre. Et malheureusement, de nombreux malades doivent encore faire face à l'exclusion sociale, à l'image de Maïmouna Diakité qui a dû quitter son pays natal. Quand j'ai eu cette maladie, mon époux et toute ma famille m'ont rejeté. Ici, on m'a fait faire des analyses de sang, mais sans rien détecter. Ils ont dû couper une partie de ma chair et c'est là qu'ils m'ont diagnostiqué cette maladie. La lèpre s'attaque d'abord à la peau, puis aux nerfs et finit, si elle n'est pas traitée à temps, par provoquer des paralysies et mutilations des membres ainsi que des atteintes oculaires pouvant aller jusqu'à la cécité. Un jour, lorsque je travaillais dans mon jardin, j'ai senti une douleur au niveau d'un pied que je n'ai pas considéré. J'ai fait à peu près 20 ans avec cette maladie. Il y a 2 semaines, j'ai dû être amputée. Pourtant, un traitement précoce permet d'éviter tout handicap. Dès la première prise de médicaments, les 99,99% des bactéries sont tuées, des microbes sont tués, ce qui fait que le malade, une fois qu'il prend sa première dose, n'est plus contagieux. Et ce traitement est efficace lorsqu'il est instauré très tôt, permet de guérir la maladie sans séquelles. Et à l'heure actuelle, ce traitement est gratuit dans le monde entier. Au Mali, ce traitement est gratuit. Il est disponible dans tous les centres de santé où il y a des agents de santé compétents pour pouvoir dépister la lèpre. L'objectif mondial à l'horizon 2030, c'est d'arriver à 0 cas de lèpre dans le monde. Et 0 cas de lèpre au Mali, c'est bien possible, à condition de mettre fin à une discrimination et à une stigmatisation persistante, afin de pouvoir mobiliser tous les acteurs pour rompre définitivement la chaîne de contamination. Et nous l'avons appris ce matin, l'ancien ministre en charge de l'environnement, Nkouma Keïta, est décédé. Il était président du conseil d'administration de la SOMAGEP SA jusqu'à sa mort. Ses obsèques auront lieu demain mardi 1er février 2022 chez lui à Banankabougou à partir de 16h. Que la terre lui soit légère. Amen. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu et bonne fin de soirée à tous.